Bonjour, Philippe Fégel. On avait souhaité, il y a presque un an maintenant, faire au niveau de la conférence des présidents de CME, faire une étude sur les établissements et la recherche clinique, comment les CH faisaient de la recherche clinique. Alors on avait plusieurs objectifs dans le sujet, on avait une photographie à un moment donné, 2015, la constitution probablement d'un annuaire des CH qui font de la recherche clinique et surtout un annuaire de quelles sont les activités qui y sont faites et qui les structures et les organise. On a probablement un autre besoin qui est un peu différent, c'est qu'on sait qu'il y a une partie des études qui ne sont pas les mêmes que celles des CHU et on a probablement besoin de structurer en réseau les CH pour que certaines offres de protocoles d'études puissent passer d'un établissement à un autre, que les industriels sachent vers qui se tourner. Une des difficultés des industriels, c'est de savoir vers quel établissement se tourner une fois qu'ils sont sortis des CHU ou des CRLC pour l'oncologie. Et puis on a une relation à notre environnement, dans notre écosystème, le CNCR qui nous a accueillis depuis plusieurs années maintenant, les DRCI, les GIRCI, pour lesquels on ne savait pas très bien quelles étaient les relations, parce que d'une région à l'autre, les organisations sont fondamentalement différentes. Le périmètre de l'étude, on a pris le périmètre de la conférence des présidents de CME. On s'est limité aux 60 plus gros établissements, un pur arbitraire. Les 60 plus gros, c'est les 60 plus gros budgets. Je ne connais pas d'autres méthodes, donc ça a été celle-là qu'on a adoptée. On a envoyé un questionnaire au président de CME, on n'a fait qu'une seule relance en tout et pour tout. On a quand même 37 réponses sur 60, 62% de réponses, et c'est pas si mal. Il y a peu d'études qui ont des enquêtes de ce type-là qui ont un taux de réponse aussi correct. Pour situer à peu près, la moyenne des lits, en nombre de lits, c'était 735 lits, le nombre de PH, 234 en moyenne dans les répondants, une file annuelle active de 115 000 patients, tout confondu. Après, la question, c'était le même découpage, l'investigation puis la promotion. Sur l'investigation, ce qu'on voulait un petit peu détecter, c'était quelle était la part d'activité industrielle. Vous voyez que sur 37 établissements, 30 ont une activité d'études industrielles, avec 36 études en moyenne sur 4 ans. Pour l'institutionnel, il y a bien sûr beaucoup plus d'études, le double. Les phases, ce qui est transversal, les phases 1 et les phases 2, c'est en industriel pour l'essentiel. Les phases 3, ça peut être aussi en institutionnel. 25 établissements avaient des études relativement en phase précoce, 1 et 2, avec 18 études en moyenne, et puis des phases 3, la plupart avaient des phases 3. Et tous, pratiquement, avec des observatoires. Il est probable que les observatoires sont sous-déclarés et parfois méconnus à l'intérieur de la structure. Est-ce que les établissements, est-ce que les CH font de la coordination d'études, c'est-à-dire l'étape d'après? Ils sont responsables de l'étude, y compris pour un industriel. Pour un industriel, il y a 4 établissements qui font de la coordination d'études industrielles, 9 font de la coordination d'études institutionnelles, 7 font les deux au total, et puis un président n'a pas répondu. Sur la promotion, sur les 37 répondeurs, il y en a 16 qui ont une activité de promotion. C'était un peu la surprise, on pensait que c'était plus bas. Donc il y a une activité de promotion qui n'est pas si négligeable. L'échantillon est biaisé, c'est les plus gros établissements. Avec un établissement à des essais de phase très précoces, 3 établissements ont des essais de phase 3, et puis la plupart des autres ont des observatoires. Certains n'ont pas répondu sur ce niveau de détail. Relativement peu d'études en phase précoce, bien entendu, vu la logistique qu'il faut mettre. Comme l'a dit Jérôme Dimet, la promotion, c'est clairement un état de maturité après l'investigation. C'est logique et attendu qu'on en ait beaucoup moins. Mais on voit quand même que ce n'est pas si négligeable. Une question quand même, c'est avec quels moyens on fait ça? Parce que c'était une question. Sur les 30 établissements qui ont répondu dans le détail, en moyenne, il y a 4,7 ETP par établissement.
avec une mixité de professionnels, hein. Il y a des techniciens de recherche clinique, des assistants de recherche clinique, et puis une différence qui n'est pas toujours si évidente en termes de statut. On aurait peut-être dû poser les questions un peu différemment. Pratiquement tous ont un personnel administratif pour gérer toute la partie facturation, convention, réglementaire. À temps partiel, mais un temps qui est quand même conséquent. 7 ont un biostatisticien ou un méthodologiste. Certains n'ont pas répondu. Dans ces centres, 4 centres ont des professionnels universitaires, c'est-à-dire des PUPH, ce qui biaise aussi un petit peu l'étude. Mais ça veut dire quand même que tous les autres n'en ont pas. Il y en a 26 qui n'ont pas de personnel universitaire au sein du CH. Le financement, le nerf de la guerre, hein, puisque c'est un sujet du quotidien. 20 établissements en 2015 percevaient les mairies sur ce périmètre-là, ce qui représente 54% des établissements. Ça veut dire aussi en contrepoint que 46% des établissements ne perçoivent pas les mairies, ils font quand même de la recherche clinique. Donc le reste, il y a une part qui relève du budget propre, il y a une part qui relève un petit peu de la recherche académique qui parfois est financée. Il y a les études industrielles qui sont une source de financement plus immédiate, même si elles sont plus complexes et qu'elles exigent beaucoup plus de qualité. Il y a quelques éléments de subventions publiques, en particulier l'INCA. Il y a des subventions privées. Voilà. Pour apprécier le périmètre, sur les 37 établissements, 18 percevaient les mairies. Ils représentaient 58% des mairies perçues par les établissements, par les CH. On a bien un échantillon raisonnablement représentatif. Un certain nombre d'établissements, dont les plus gros, n'étaient pas répondeurs à l'enquête. Excusez-moi. L'organisation interne, les 3/4 déclarent avoir une organisation interne structurée sous la forme d'une unité de recherche clinique, quel que soit le nom qu'on lui donne, avec une professionnalisation au sein de cette unité. Mais un quart n'a pas de structuration, c'est dans les services que se fait la recherche clinique, sans organisation générale dans l'établissement. Les 3/4 ont une collaboration avec une DRCI, sous une forme ou sous une autre. 5 étaient dans le périmètre de Lille et participaient à la maison de la recherche de Lille. Pour les GIRSI, c'est un petit peu moins net. Moins de la moitié des établissements ont une relation avec leur GIRSI. Et le soutien n'est pas qualifié, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le niveau de soutien qui leur est apporté. On leur demandait d'identifier de façon libre quels étaient les freins pour la recherche clinique. Et le premier frein qui est identifié systématiquement, c'est l'accès aux mairies. En l'absence d'accès aux mairies, on ne peut pas structurer une activité de recherche clinique sur le long terme sans avoir des recettes pérennes, y compris pour la partie industrielle. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre entre les deux secteurs, dont le fait d'avoir du personnel pérenne dans ces unités-là. Ce qui est identifié pour tous, c'est l'insuffisance de temps médical dédié dès lors qu'on n'a pas de temps universitaire. Les praticiens dans les CH ne sont pas a priori destinés à faire de la recherche et donc ils ne disposent pas de ce temps-là. Et bien, le contrepoint, c'est la phrase suivante. Quand on n'a pas de temps de médecin à dédier pour qu'il fasse tout, il faut avoir du personnel dédié, professionnaliser la recherche par tous les bouts, l'organiser, la structurer pour diminuer la consommation de temps médical. Dans les autres freins qui étaient identifiés, l'accès à des projets via les CHU. C'est au CHU aussi d'aller vers les CH pour essayer de leur proposer des inclusions. Quelque chose de plus compliqué, c'est l'aide à l'organisation. Comment structurer une recherche clinique débutante? Dans mon établissement, Jérôme Dimet reçoit pratiquement un hôpital par mois pour discuter de comment structurer la recherche. Pascal doit faire la même chose à Annecy. On est aux deux bouts de la France, c'est bien, on se répartit le terrain. C'est une vraie question. Comment on structure une organisation dans un CH? Qui est-ce qu'on recrute en premier? Quels sont les personnels qu'il faut qu'on recrute? Quelles sont les qualifications qu'il faut qu'on recrute? Plus éloigné, la méthodologie et le réglementaire. Le réglementaire, c'est dès les inclusions. La méthodologie, c'est plus après.
l'intéressement financier des équipes. Pour qu'une équipe fasse de la recherche clinique, ils ont un intérêt intellectuel, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi, par tradition dans les hôpitaux, une forme d'intéressement direct. C'est une forme de liberté pour envoyer des internes au congrès, pour envoyer du personnel au congrès, pour parfois débloquer des situations de petit matériel. Il faut qu'ils y trouvent un intéressement. Pas forcément, pas personnel, mais un intéressement d'équipe. On avait posé une question parce que c'était un travail qui avait été conduit avec le CNCR, c'était les attentes vis-à-vis d'une coordination. Donc des accès aux informations, à la formation et surtout ce qui remonte systématiquement, l'accès aux publications et aux bases de publications scientifiques. Le nerf de la guerre parce que c'est un sujet constant, c'est cher et qui a probablement quelque chose à conduire pour avoir un marché unique dans le cadre d'un appel d'offres national pour qu'on puisse accéder aux publications partout, dans tous nos établissements, CHU compris. Il y a probablement des économies d'échelle. Et puis on retrouvait les mêmes discussions que sur les freins, mais le contrepoint qui était qu'est-ce qu'on recherche.